Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas d'écho. Je m'appelle Pauline Villette, j'ai rejoint l'ameublement français il y a quelques mois sur un poste de juriste droit des affaires. Auparavant, j'ai travaillé plusieurs années en cabinet de conseil en propriété industrielle. Donc, la propriété industrielle est un sujet qui me tient à cœur. D'ailleurs, depuis mon arrivée à l'ameublement français, j'ai publié plusieurs fiches pratiques sur le site de l'ameublement français, donc notamment sur des thématiques type droit d'auteur, l'enveloppe solo, et dessins et modèles. Donc, si vous êtes adhérent à l'ameublement français, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour consulter ces fiches ou à faire appel à mes services pour que je puisse vous éclairer ces notions un peu parfois précises et complexes pour des non-juristes. Je me ferai un plaisir de vous aider à vous y retrouver dans toutes ces notions complexes. Par ailleurs, pendant le webinaire, moi, je vais essayer de centraliser toutes vos questions. Donc, on les traitera à la fin du webinaire. On a prévu un temps spécifique pour répondre à vos questions et vous apporter les réponses les plus précises possibles et les plus appropriées. Je vais me faire un plaisir de présenter nos deux intervenantes de ce jour. Donc, Madame Pauline Puel, qui est chargée d'affaires à l'INPI, donc l'Institut national en propriété industrielle, qui va intervenir dans un premier temps, et Maître Delphine Brunet-Stoclet, qui est avocat spécialisé en propriété industrielle, qui travaille et qui est associée au sein du cabinet Schmidt-Brunet-Lézler et qui interviendra dans un second temps. Voilà, je vais passer la parole à Madame Pauline Puel qui va intervenir dans un premier temps pour vous expliquer comment protéger votre design grâce à la propriété intellectuelle. Alors Guillaume, est-ce que vous pouvez me permettre de partager mon écran? Oui. Voilà, ça devrait fonctionner. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, tout fonctionne de mon côté. Et donc là, je le mets en diaporama pour qu'on puisse démarrer, s'il veut bien. Voilà. Donc là, vous avez bien la présentation en grand écran. Donc on va pouvoir démarrer si vous m'entendez bien et si vous avez le visuel. Oui, oui, tout Donc fonctionne, merci. Bon, bah parfait. Donc dans cette première partie, on va traiter de la protection du design grâce à la propriété intellectuelle, puisque sans protection, eh bien, évidemment, on ne peut pas agir en justice et on ne peut donc pas lutter contre la contrefaçon. Donc le préalable à toute action en contrefaçon, c'est la protection. Alors le programme, ça va être de voir ce qu'est la propriété intellectuelle. On va refaire on va resituer les choses de façon rapide. Ensuite, on va voir comment protéger son design grâce à la propriété intellectuelle en insistant sur le dépôt de dessins et modèles et sur le droit d'auteur. Et enfin, je vous dirai quelques mots de l'accompagnement que l'INPI propose pour les entreprises innovantes. Alors, dans un premier temps, l'API, c'est quoi? Alors, la propriété intellectuelle, avant de parler de la propriété intellectuelle, parlons des actifs immatériels. Donc, toute entreprise possède des actifs immatériels qui représentent une valeur et qui lui procurent un avantage concurrentiel. Donc, ça peut être des choses très variées. On peut parler de marque, d'innovation, de savoir-faire, d'informations confidentielles, de procédés secrets, d'un site internet. Donc, ce sont vraiment de multiples actifs qu'on va classer dans deux grandes catégories. D'une part, le secret des affaires, qui regroupe concerne les informations que l'on conserve secrètes, mais qui ont une valeur pour l'entreprise. Donc, ça peut être des secrets de fabrique, des procédés, des informations commerciales ou techniques, par exemple. Et on a la deuxième grande famille, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la propriété intellectuelle, qui se divise en deux grandes parties. D'une part, la propriété littéraire et artistique, qu'on appelle aussi le droit d'auteur, et dans un deuxième temps, la propriété industrielle. Alors, la propriété littéraire et artistique, elle regroupe elle-même plusieurs sous-catégories. La première, c'est le droit d'auteur, qui recouvre toutes les œuvres classiques du type musique, peinture, cinéma, logiciel également, en tout cas toutes les créations de l'esprit. Et on a aussi d'autres catégories, les droits voisins qui concernent les artistes, interprètes et les producteurs dans le domaine de la musique, et le droit des bases de données. La deuxième famille de la propriété intellectuelle, c'est la propriété industrielle, qui regroupe les brevets, les marques et les dessins et modèles. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les deux encadrés verts, c'est-à-dire à la fois le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles,
puisque ce sont les droits qui permettent de protéger les créations de design. Alors ici, vous avez une slide qui récapitule, qui synthétise plutôt chacun des droits, donc brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur, secret, donc de façon très synthétique. Vous aurez la présentation à l'issue du webinaire, donc vous pourrez vous référer à ce tableau si ça vous intéresse. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous rappeler que le brevet concerne les solutions techniques, donc les inventions, la marque concerne les signes distinctifs, le dessin et modèle, lui, concerne les éléments ornementaux, les éléments esthétiques. Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit et le secret, lui, va protéger les informations qui ont une valeur et qui sont conservées secrètes. Alors, donc on va s'intéresser, comme je vous l'ai dit, plus particulièrement au dessin et modèle et au droit d'auteur. Mais juste avant, ma présentation ne veut plus avancer. Ah bah zut. Oui, on est toujours sur le tableau. Ah, malheureusement, une flèche n'avance pas. Bon, ce sont les aléas du... C'est ça. Ah bah zut, c'est bloqué, je suis désolée, rien n'avance, rien ne bouge. Non, non, aucun problème. Je vais peut-être vous proposer, moi je l'ai sauvegardée sur mon ordinateur, je peux peut-être la défiler et Voilà, vous pouvez la si vous présenter. voulez bien la partager, ça serait parfait. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous en prie. Alors, vous voyez bien mon écran? Oui, on le voit, oui. Super. On était en effet à cette slide-là. Ok. Et si vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. Et cliquez en effet pour faire apparaître les différentes... voilà, il y a plusieurs... on va encore voilà, avancer encore un petit peu. Il y a d'autres... dernière fois. Voilà, parfait. Ça Alors, recule juste pas. avant... Désolé. Voilà, parfait. Donc oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter la chaise Tulipe pour vous mettre en avant le fait qu'il existe de multiples protections pour un élément de design et que le dessin et modèle et le droit d'auteur, qui sont les protections naturelles, ne sont pas les seules possibles pour protéger des éléments d'ameublement. Et donc l'exemple de cette chaise, il est intéressant. Donc elle a été créée dans les années 50 et elle a fait à la fois l'objet d'un dépôt de brevet, c'est ce que vous voyez sur la gauche de l'écran. Ce brevet, il était destiné à protéger le socle et la façon spécifique dont le socle de la chaise a été pensé par son inventeur. Cette chaise, elle a également fait l'objet d'un dépôt de dessin et modèle. C'est ce que vous voyez de l'autre côté de l'écran, la petite image en noir et blanc. Là, on a protégé l'aspect esthétique du produit. Il y a également un dépôt de marque qui protège le terme tulipe, qui est donc le nom de la chaise. Et on peut également imaginer qu'il y a des droits d'auteur qui protègent l'aspect esthétique du produit, ainsi que peut-être des secrets de fabrication qui portent sur la façon dont la chaise est fabriquée, sur le matériau qui est employé, peut-être sur le tissu si celui-ci est innovant. Donc, une multitude de protections peuvent s'appliquer à un élément de design, même si aujourd'hui, compte tenu du temps qui nous est imparti, on va se concentrer sur le dessin et modèle dans un premier temps. Je vais avancer, Guy. Voilà, parfait. Alors, un dessin et modèle, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on quand on parle de protéger un dessin et modèle? Alors, un dessin et modèle, c'est un titre de propriété industrielle qui permet de protéger l'apparence d'un produit, c'est-à-dire son aspect esthétique. Donc, ça peut être l'ensemble du produit qui est protégé ou uniquement une partie du produit. La seule condition, c'est que cette partie doit être visible lorsqu'on utilise le produit. On protège ce qui est visible par le consommateur, l'utilisateur du produit. Alors, lorsque l'apparence de ce produit, elle se matérialise en 2 dimensions, donc quand il s'agit de motifs, de lignes, de contours, on va parler de dessin. Et lorsqu'on est en 3 dimensions, quand on parle plutôt de forme, là on parle de modèle. C'est pour ça qu'on parle de dessin et modèle. C'est que ça comporte à la fois les éléments en 2 dimensions et en 3 dimensions. Alors, l'apparence du produit, pour pouvoir être protégée, elle ne doit pas être uniquement dictée par des choix techniques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un élément technique dans votre produit, ça sera le brevet qui sera la protection adaptée à cet élément technique. Si on prend par exemple le cas d'un parapluie,
La toile du parapluie, qui aura peut-être un motif spécifique, pourrait être protégée par le dessin et modèle. Éventuellement, la forme aussi, l'aspect esthétique du parapluie, si celui-ci est particulier, pourrait être protégé par un dessin et modèle. Mais par contre, le système d'ouverture du parapluie, qui est un élément technique, devra faire l'objet d'un dépôt de brevet si vous souhaitez le protéger. Alors, le dessin et modèle, comment l'obtient-on? Il est nécessaire d'effectuer donc un dépôt de titre auprès d'un office compétent. Donc, pour la France, c'est l'INPI qui délivre les titres de dessin et modèle, mais il y a dans chaque pays un office compétent. Pour l'Union européenne, vous avez l'Office européen de la propriété intellectuelle, le UIPO, qui gère ces aspects. Donc, le dépôt d'un dessin et modèle va vous conférer une protection territoriale, donc sur le territoire sur lequel vous avez déposé. Cette protection, elle dure 5 ans. Vous pouvez renouveler dans la limite de 25 ans la protection de votre création. Alors, pourquoi est-ce qu'on dépose un dessin et modèle? Évidemment, pour protéger sa création et pour pouvoir agir en justice si on est victime de contrefaçon. Mais ça constitue également un titre, comme je l'ai dit, donc c'est un actif qui est valorisable, qui va rentrer dans le patrimoine de la société. Et elle va pouvoir concéder des licences, par exemple, ou des cessions sur ce dessin et modèle, sur ce produit. Le dépôt d'un dessin et modèle vous permet aussi de faciliter la preuve de vos droits, puisque le titre qui va vous être délivré par l'INPI comporte une date, comporte l'identité du titulaire des droits et comporte évidemment des reproductions de ce qui est déposé. Donc, c'est un élément de preuve intéressant si vous avez à prouver votre antériorité, par exemple, par rapport à un contrefacteur. Et le dessin et modèle a également comme intérêt d'être publié, donc d'être porté à la connaissance du public. Et là encore, ça facilite l'action en contrefaçon, puisqu'il sera impossible pour un contrefacteur de dire qu'il ne connaissait pas votre produit, puisque celui-ci a fait l'objet d'une publication. On peut passer à la slide suivante. D'accord, donc si je comprends bien, c'est un titre qui ne protège pas de la technique et il n'a pas de valeur tant qu'il n'est pas enregistré. Alors, en effet, on protège l'aspect esthétique d'un produit, donc vraiment son aspect extérieur, l'aspect que verra l'utilisateur. C'est cet aspect-là qui est protégé. S'il y a des éléments techniques dans le produit, ce qui est tout à fait possible, notamment dans l'ameublement, il peut y avoir des systèmes de fermeture ou d'ouverture, des matériaux techniques qui vont résister à la pluie, ou voilà, ce genre de choses. Il peut y avoir des éléments techniques enfin, en tout cas, à partir du moment où il y a des éléments techniques, c'est le brevet qui devra s'appliquer. Vous pouvez à la fois cumuler le brevet et le dessin et modèle, comme on l'a vu avec l'exemple de la chaise tulipe. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez ici quelques petits exemples sur cette slide de dessins et modèles enregistrés. Donc, on peut protéger un motif, on peut protéger une texture, c'est ce que vous voyez en bas de l'écran. Donc, ça peut être la texture d'un plan de travail, par exemple, qui est protégé au titre du dessin et modèle. On peut tout simplement protéger un dessin. Évidemment, la forme d'un produit, comme vous voyez sur la chaise aussi qui apparaît à l'écran. On présente plusieurs vues dans son dessin et modèle pour protéger les différents visuels de son produit. Et on peut aussi, par exemple, protéger des matériaux. Ce que vous voyez en bas à droite de l'écran, ce sont des vêtements compactés qui donnent cette forme de brique. Cette forme a fait l'objet d'un dépôt de dessin et modèle. Vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. Donc, vous envisagez un dépôt de dessin et modèle pour vous protéger. Comment savoir si votre dessin et modèle est protégeable, justement, parce qu'il y a des critères à respecter. Donc, il y a 2 critères, la nouveauté et ce qu'on appelle le caractère propre. On va revenir sur chacune de ces critères. Donc, le dessin et modèle, il doit être nouveau. C'est-à-dire qu'aucun dessin et modèle identique ou quasiment identique ne doivent avoir été divulgués avant la date de votre dépôt. Alors, divulguer, ça veut dire quoi? Divulguer, ça veut dire rendre un dessin et modèle accessible au public par une publication de tout type. Donc, ça peut être une publicité, la représentation du produit dans un catalogue, sur un site internet. Ça peut être également la présentation au public du produit dans un salon ou en vitrine d'un magasin. Tous ces éléments contribuent à divulguer le produit, à le porter à la connaissance du public, et ils viennent détruire la nouveauté et donc empêcher le dépôt. Et la divulgation qui est effectuée par le créateur lui-même peut aussi détruire la nouveauté. Donc, il faut être vigilant si vous envisagez de déposer un dessin et modèle. Vous ne devez pas divulguer votre produit avant le dépôt. Vous ne devez pas l'utiliser ou le commercialiser ou l'exposer
au risque de détruire vous-même la nouveauté de votre dépôt. Alors, il y a quand même des petites exceptions à ce que je vous dis là, sinon ça serait un petit peu strict. Alors, 2 exceptions principales. D'abord, le secret. Si jamais vous avez divulgué le produit à un partenaire, par exemple à un fournisseur, enfin un fabricant plutôt, ou un distributeur, vous avez voulu lui présenter le produit avant de le porter à la connaissance du public, vous avez signé avec lui un accord de confidentialité, mais si lui a rompu l'accord et a divulgué le produit, vous pourrez quand même déposer. Deuxième exception, c'est le délai de grâce de 12 mois qui est accordé aux déposants. Donc là, c'est une petite exception à ce que j'ai dit juste avant. Si vous êtes le déposant et que vous divulguez le produit au public, vous disposez tout de même d'un délai de 12 mois pour effectuer votre dépôt sans vous être antériorisé vous-même. Donc la conséquence pratique, c'est que si vous divulguez, vous avez 12 mois maximum pour effectuer votre dépôt. Après, il sera trop tard, vous serez auto-antériorisé. D'accord, ça permet donc d'exposer son modèle lorsqu'on le développe, de pouvoir par exemple participer à une foire ou un salon de présentation, un Oui, événement, c'est et possible. ensuite déposer dans les 12 mois. Voilà, alors après, faites attention quand même de ne pas trop tarder à déposer, puisque dans cet intervalle de 12 mois, un tiers pourrait avoir connaissance de votre produit et souhaiter le déposer à son tour. Et à ce moment-là, ça deviendrait un petit peu plus compliqué de faire valoir vos droits. Vous devrez prouver que vous aviez de l'antériorité, que vous aviez créé avant lui. Donc voilà, les choses se compliqueront un petit peu. L'idéal, c'est quand même de déposer son dessin et modèle lorsque l'on communique le produit au public et de faire ça concomitamment. C'est la façon la plus sécurisée de procéder. Et donc, le deuxième critère dont je voulais vous parler, c'est le caractère propre. Il faut qu'on revienne juste avant, Guillaume. On n'avait pas fini avec les critères, excusez-moi. Donc, le caractère propre, c'est la deuxième condition de protection. Ça veut dire que le dessin et modèle, il ne doit pas susciter une impression de déjà vu dans son ensemble. Donc, c'est un critère qui est extrêmement subjectif. Ça veut dire en fait qu'un dessin et modèle, il peut être nouveau dans l'absolu, mais pour autant, il peut présenter une impression globale qui ne diffère pas suffisamment de ce qui aurait déjà été divulgué par le passé. Et à ce moment-là, la protection ne sera pas possible. Donc, ça se rapproche de la nouveauté, le caractère propre. C'est très légèrement différent, mais en tout cas, retenez que le dessin et modèle doit être nouveau. C'est quand même le critère premier qui est à prendre en compte. Et c'est à vous, déposants, de vous assurer que votre création va bien répondre à ces conditions de protection, car l'INPI, si vous faites un dépôt auprès de notre office, ne va pas vérifier les conditions de fond. Donc, elle ne va pas regarder si votre dépôt est nouveau et s'il possède un caractère propre. Elle va uniquement examiner la forme du dépôt. C'est-à-dire regarder si le formulaire a été bien rempli, si vous avez bien fourni des photographies du produit qui sont visibles, qui sont de bonne qualité. Si le dépôt n'est pas contraire, par exemple, à l'ordre public, que vous ne pouvez pas déposer un canapé qui porterait l'inscription fuck la police, par exemple, ça serait contraire à l'ordre public et ça serait refusé. Donc, c'est à vous de faire ce travail. Et pour vérifier la nouveauté, vous pouvez vous reporter aux bases de données en accès libre qui sont proposées par la plupart des offices d'enregistrement et qui vous permettent de consulter les dépôts qui ont déjà été enregistrés et de regarder si le vôtre est bien nouveau. Alors, les précautions en amont du dépôt, donc j'en ai un petit peu parlé. D'abord, préserver la nouveauté de ma création. Donc, on l'a dit, ne pas la divulguer trop en amont, ou alors quand vous le faites, concluez des accords de confidentialité avec les partenaires à qui vous divulguez la création, pour éviter là aussi que eux vous devancent et effectuent un dépôt à votre place. Effectuer un dépôt probatoire. Alors, le dépôt probatoire, qu'est-ce que c'est? Le dépôt probatoire, c'est un dépôt qui ne crée pas de droit, à l'inverse du dépôt de dessin et modèle dont on parle depuis tout à l'heure. Le dépôt probatoire, il sert à prouver vos droits plus facilement. Le dépôt probatoire, on peut le réaliser, par exemple, lorsque la création est en phase de conception, mais qu'elle n'est pas finalisée, mais que vous souhaitez quand même protéger ce travail créatif qui est en cours. Ou alors, lorsque vous allez divulguer la création et que vous n'avez pas encore eu le temps d'effectuer le dépôt de dessin et modèle, vous pouvez faire un dépôt probatoire, par exemple un dépôt d'enveloppe solo auprès de l'INPI. Ça se fait en ligne, ça coûte quelques dizaines d'euros, c'est relativement rapide et simple et ça vous permet en fait de figer la création, de la dater de façon certaine et de prouver que vous en êtes le titulaire à un instant T. Donc c'est un élément de preuve intéressant lorsqu'on n'a pas encore pu faire son dépôt.
Alors, le troisième point, c'est de vérifier la nouveauté avant le dépôt. Donc ça, on l'a déjà dit, vous pouvez consulter les bases de données. Et d'ailleurs, une petite précision à ce sujet-là, la nouveauté, elle s'apprécie de façon très large, c'est-à-dire qu'elle n'est ni limitée dans le temps, ni limitée dans l'espace. Ça veut dire que si vous souhaitez reprendre, par exemple, le motif d'une tapisserie du Moyen-Âge, vous ne le pouvez pas parce que ce motif n'est pas nouveau, il a déjà été divulgué, même si c'était au Moyen-Âge. Si vous souhaitez protéger un dessin et modèle en France, vous devez quand même regarder ce qui a pu être déposé à l'étranger, parce qu'une antériorité aux États-Unis, par exemple, pourrait venir détruire la nouveauté de votre dépôt en France. Donc, il n'y a pas de limite ni territoriale, ni temporelle. Et la dernière des précautions à prendre, c'est de s'assurer que vous détenez les droits sur la création. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le déposant doit être investi, doit être titulaire des droits d'auteur, la plupart du temps, sur la création. Il y a deux situations principales qui se présentent. Soit le déposant est également l'auteur, c'est lui qui a créé le produit, le modèle. À ce moment-là, il n'y a pas de difficulté. Tout à fait déposer et exploiter la création puisqu'il détient les droits dans son patrimoine. La deuxième situation, c'est le cas où le déposant n'est pas l'auteur. L'auteur va être par exemple un salarié de l'entreprise, un stagiaire peut-être, un freelance auquel il aura été fait appel ponctuellement pour créer un design spécifique. Et à ce moment-là, le déposant, donc, qui est souvent l'exploitant, va devoir se faire céder les droits pour pouvoir les exploiter et pour pouvoir réaliser le dépôt. Donc, cette question qui peut paraître très juridique, elle est très importante, cette question de la titularité, puisque si les droits ne sont pas dans le patrimoine de la société qui exploite le produit, ça veut dire qu'elle n'est pas autorisée en fait à exploiter, tout simplement. Elle n'est pas autorisée à agir en justice en cas de contrefaçon. Elle n'est pas autorisée à conclure des contrats de cession de licence avec des tiers. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que vous détenez les droits lorsque vous exploitez une création. On peut passer à la slide d'après. Les questions à se poser avant le dépôt. Qu'est-ce qui relève de l'esthétique? Qu'est-ce qui relève du technique? Comme on l'a dit, l'esthétique va être protégée par le dessin et modèle, alors que les parties techniques vont plutôt faire l'objet d'un dépôt de brevet. Est-ce que je suis en présence d'un produit qui est fini, qui est terminé, qui est prêt à être commercialisé? Si c'est le cas, je peux déposer un dessin et modèle. Si ce n'est pas le cas, si je suis encore en phase d'élaboration et de modification, je peux faire un dépôt probatoire juste pour prouver mes droits à un instant donné, mais je ne fais pas encore de dessin et modèle, de dépôt de dessin et modèle à ce stade. Est-ce que mon produit est nouveau? Donc là, on en a parlé aussi. Vous pouvez faire une vérification dans les bases de données existantes et en accès libre. Quelles sont les chances de profit et quelle est la valeur potentielle et sur combien de temps? Donc là, on va plutôt répondre à cette question quand on va parler juste après du droit d'auteur. Je n'en dis pas plus pour le moment. Et enfin, au moment du dépôt, qui doit déposer? Est-ce que c'est l'auteur qui dépose? Est-ce que c'est l'exploitant? Est-ce que c'est la société qui va commercialiser? Donc, il faut vous poser la question du déposant et de s'il bénéficie bien des droits. Qui a créé? Là encore, on se pose la question de qui a créé pour vérifier que les droits ont bien été cédés aux déposants et où déposer. Donc, est-ce que je veux me protéger en France, auquel cas je dépose auprès de l'INPI? Si je veux une protection plus large, je dois aller auprès des offices de protection des pays qui m'intéressent. Très bien, merci. Je voudrais simplement vous signaler qu'il vous reste une dizaine de minutes avant la fin de votre présentation. Et je voudrais signaler à tous les participants que les supports de présentation seront communiqués à l'issue du webinaire et que vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions. Elles seront retransmises à la fin des deux présentations. Alors, on va aller vite. Si vous souhaitez vous protéger à l'étranger, vous avez la possibilité, une fois votre dépôt de dessin et modèle en France réalisé, vous pouvez, dans un délai de 6 mois, étendre cette protection à l'international. C'est-à-dire que vous avez 6 mois pour réfléchir en fait au potentiel commercial de votre produit et donc à l'intérêt d'étendre cette protection à d'autres territoires et également justement de réfléchir aux territoires qui vous intéressent. Et pendant ce délai de 6 mois, si des dépôts interviennent, ils ne vous seront pas opposables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le délai de priorité et c'est intéressant pour une protection à l'étranger. Et voilà, je vais vous parler maintenant des avantages de cumuler la protection du dessin et modèle avec le droit d'auteur. Alors,
Il est possible en France, lorsqu'un objet industriel présente une esthétique particulière, de bénéficier à la fois de la protection du droit d'auteur dont on va parler et de la protection du dessin et modèle, de cumuler les deux protections. Alors en matière de droit d'auteur, la condition, c'est l'originalité. Votre création doit être originale pour être protégée. Et l'originalité, c'est un critère qui est plus large que celui de la nouveauté, qui est un petit peu plus subjectif également. L'originalité, en fait, elle est présente lorsque l'auteur a fait des choix créatifs. S'il a fait des choix créatifs, on sera en présence d'une œuvre originale, alors que si la création qu'il a réalisée a été dictée par des contraintes techniques, là, a priori, il n'y aura pas d'originalité et donc pas de protection par le droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur, il est intéressant parce qu'il a une protection qui est plus longue. 70 ans après la mort de l'auteur versus 5 ans, comme je le disais tout à l'heure, pour le dessin et modèle. Et il a aussi une protection géographique plus large, puisque le droit d'auteur peut être protégé dans quasiment tous les pays du monde, alors que le dessin et modèle, lui, a une protection territoriale. Et le droit d'auteur a également l'avantage d'être automatique. En fait, il n'y a pas de formalité à réaliser pour être protégé par le droit d'auteur. Le seul fait que votre création existe vous permet de bénéficier d'une protection. Alors, vous allez me dire, pourquoi déposer un dessin et modèle, dépenser de l'argent pour avoir une protection plus courte, plus réduite géographiquement, alors qu'avec le droit d'auteur, je peux avoir une protection large et de façon automatique. Alors, il y a quand même un avantage à déposer un dessin et modèle, c'est que le dessin et modèle, c'est un titre. Disposer d'un titre qui vous permet de prouver plus facilement vos droits d'auteur, de prouver plus facilement la date de votre création, de prouver le contour de votre création, c'est-à-dire ce sur quoi elle porte, et de prouver que vous en êtes le titulaire. Donc, le dessin et modèle, en fait, va vous aider à prouver vos droits d'auteur, et c'est pour ça qu'il est intéressant de cumuler les deux protections. Il existe d'ailleurs une troisième voie, qui n'est pas mentionnée sur la slide, qui est ce qu'on appelle le dessin et modèle communautaire non enregistré. Donc Delphine en parlera un petit peu dans sa présentation juste après. En fait, le dessin et modèle communautaire non enregistré, donc c'est un nom un petit peu barbare, et c'est un système qui est très souple et qui permet d'obtenir une protection à compter d'une première divulgation. Donc là encore, pas de formalité à réaliser. Vous divulguez, vous êtes protégé pendant une durée de 3 ans. Donc, c'est relativement court. Et les critères de protection sont les mêmes que le dessin et modèle, c'est-à-dire la nouveauté et le caractère propre. Mais si vous êtes dans cette situation, pendant 3 ans, vous êtes protégé. Donc, ce dessin et modèle communautaire non enregistré, comme il a une durée de protection relativement courte, on le préconise plutôt pour les industries qui se renouvellent fréquemment, comme les industries de la mode, par exemple. Alors, j'en ai terminé avec ma petite présentation sur la protection des titres. D'accord, j'avais juste une question concernant le dessin et modèle communautaire non enregistré. Il me protège sur quel territoire? Le territoire de l'Union européenne. C'est l'Union européenne, d'accord. Donc, c'est pas que la France, c'est aussi tous les 27 autres. D'accord, très bien. Oui. Merci. Tout le territoire de l'Union européenne pendant 3 ans à compter de la divulgation et sous réserve que l'objet du dépôt, enfin, il n'y a pas de dépôt, mais l'objet du dessin et modèle, pardon, soit nouveau. Alors, pour terminer, je vais vous dire quelques mots de l'accompagnement de l'INPI pour les entreprises innovantes et créatrices. L'INPI, c'est un organisme de service public qui a pour activité historique de délivrer les titres de propriété industrielle, le brevet, les marques et les dessins et modèles dont nous avons parlé. Mais l'INPI a également une autre casquette qui est d'accompagner et d'informer les entreprises innovantes et les porteurs de projets sur tous les aspects de la propriété intellectuelle, de les guider, de les orienter vers les bons interlocuteurs, de les aider à s'y retrouver dans la protection de leur propriété intellectuelle. Donc, on a cette mission d'accompagnement et de sensibilisation aussi à la propriété intellectuelle. Et je vais faire un petit focus sur 2 des prestations que propose l'INPI dans le cadre de cet accompagnement parce qu'elles pourraient intéresser les sociétés qui assistent aujourd'hui à cette présentation. C'est la slide suivante. Ah oui, voilà, cette slide est pour vous indiquer que l'INPI peut être présente lors de chaque étape du développement d'une entreprise. On est présent en amont de la création d'un produit avec propose des bases de données en accès libre, voilà, pour vérifier par exemple la nouveauté d'un dessin et modèle. On est là pour la protection et la délivrance des titres de propriété intellectuelle. On peut vous proposer de la veille, de la formation, des prestations de financement, donc une multitude d'accompagnements. Et je vais faire un focus sur 2 en particulier.
Donc, le premier, c'est le programme Startup, qui est un accompagnement qui s'adresse aux jeunes entreprises et qui consiste en un suivi de 2 ans avec des rendez-vous réguliers tous les 5 à 6 mois avec un expert de l'INPI qui va aider la société à se structurer d'un point de vue propriété intellectuelle. Et lors de chaque rendez-vous, on va faire un état des lieux. On va regarder où en est la société sur la protection de sa propriété intellectuelle. On va l'orienter vers les démarches qui seraient à accomplir. Et en fonction de stade de développement, de ces différents stades de développement, on va l'orienter vers les actions les plus appropriées. Donc ça, c'est le programme Startup qui est gratuit. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de précision. Et le deuxième accompagnement dont je souhaitais parler, c'est le PASS Pays, qui est une aide financière qui est également proposée par l'INPI sous certaines conditions et qui permet de prendre en charge 50% des honoraires d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle pour des prestations spécifiques en matière de propriété intellectuelle. Donc, il existe par exemple une prestation design international qui permet de financer une recherche d'antériorité à l'international. Si vous souhaitez déposer un dessin et modèle en France, ça peut être juste en France, mais également à l'étranger, on peut vous accompagner financièrement et vous aider sur ces aspects-là si vous en avez le besoin. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour vous donner plus de renseignements sur ces dispositifs dont je vous ai parlé. Très bien. Merci beaucoup, Pauline. C'était non seulement très enrichissant et je pense que beaucoup de nos participants avaient besoin de ce rappel de théorie et de voir concrètement quelles protections sont disponibles pour le design. C'est vraiment important, en tout cas, qu'on soit tous conscients des enjeux, enfin, des conditions et aussi de la manière dont on peut être protégé. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment satisfait et je voulais vous remercier d'être présente aujourd'hui, d'avoir accepté de participer à ce webinaire, puisque l'INPI, c'est vraiment un allié majeur, en fait, de la propriété, de la défense de la propriété intellectuelle. Et voilà, donc comme vous l'avez très bien dit, c'est à la fois l'organisme qui va délivrer le titre, mais c'est aussi un organisme d'accompagnement, si j'ai bien compris, qui va pouvoir aiguiller les startups notamment à pouvoir se protéger de la meilleure manière. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment satisfait que vous soyez là aujourd'hui. C'est vraiment une très belle chance. Merci beaucoup. Je vais pouvoir arrêter le partage d'écran maintenant. Je vous rappelle que la présentation vous sera communiquée à la fin du webinaire. Et on va pouvoir se tourner vers Maître Delphine Brunet, qui est avocate au barreau de Paris. Alors Delphine, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, merci Guillaume. Écoutez, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de ce petit séminaire d'information et j'espère qu'on va vous donner quelques clés, quelques solutions et quelques réflexes à garder en mémoire pour bien les avoir au moment venu. Même si je ne vous souhaite pas, bien sûr, de vivre des cas de contrefaçon et d'en être victime, parce que c'est pas un moment très agréable, en tout cas au départ. Je suis avocat au barreau de Paris depuis 30 ans maintenant et j'accompagne depuis de très longues années les designers, les éditeurs, les créateurs, les producteurs, fabricants d'œuvres nouvelles, des designs, des produits, des meubles bien sûr, des objets mobiliers et des créations aussi dans le domaine de la mode et du luxe. Donc j'ai une longue expérience de cas qui sont tous différents les uns après les autres, mais qui malheureusement ont tous pour origine des faits de contrefaçon. Alors on peut être soit victime, soit auteur involontaire, ça arrive aussi. Donc il y a quand même des précautions à prendre. Pauline nous en a donné un bon nombre déjà, à commencer par vérifier que l'œuvre qu'on a créée ou le design qu'on a mis en œuvre, qu'on a réalisé était nouveau. Donc c'est pas des choses faciles, mais c'est aussi quelque chose à faire, d'être sûr de ces sources d'inspiration. On s'inspire toujours de quelque chose, hein, bien sûr, il y a un fond d'inspiration pour tout, que ce soit dans le domaine du design des meubles ou de la mode. Mais il faut quand même s'assurer qu'on a fait des choix, on a eu une démarche créative, un processus créatif et en garder la preuve. Ça, c'est important pour pouvoir après bien opposer ses droits aux tiers.
Alors, le phénomène de la contrefaçon, il a évolué hein, avec toutes les nouvelles technologies, évidemment. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on allait faire des saisies dans les magasins avec des huissiers. On emportait les objets dans les salons. Quand on faisait des saisies, on arrivait à les emporter. L'huissier, ça m'est arrivé d'emporter même des choses volumineuses. On était avec le camion devant la porte du salon et on emportait les objets contrefaisants quand on était autorisé par le juge à le faire. C'est devenu beaucoup plus rare. D'abord, c'est des mesures qui sont très inquisitoires et les juges les autorisent moins facilement. On fait des saisies descriptives, donc l'huissier toujours se présenter soit dans le magasin, soit dans le salon, soit au siège de la société présumée contrefactrice pour prendre preuve de ces faits-là. Mais sur Internet, évidemment, voilà, c'est bien plus facile. On fait des constats Internet, des constats d'achat quand on peut. Et voilà, pour obtenir la preuve de ces contrefaçons. Et le phénomène, évidemment, c'est beaucoup étendu, diversifié. L'origine de la contrefaçon, je ne pense pas qu'elle ait beaucoup changé. Je pense qu'elle provient malheureusement toujours un peu des mêmes pays, qui sont des experts de contrefaçon. Mais l'accès aux produits est plus facile. Voilà, ils utilisent des supports qu'ils trouvent sur Internet, des photos de catalogue, des photos de sites Internet, des objets eux-mêmes, et puis ils les reproduisent très facilement. Ils sont des copieurs experts. Ils les reproduisent dans les moindres petits détails souvent, jusqu'à même, moi ça m'est arrivé d'avoir la signature de l'auteur qui était sur l'œuvre et qui était reproduite par le contrefacteur, qui ignorait que c'était une signature d'ailleurs, parce qu'il reproduisait ça comme l'élément graphique de décor du produit. Donc ça, c'est un phénomène finalement qui s'est étendu, qui est très frustrant pour les auteurs et les entreprises, parce que bah voilà, c'est un travail qui est très long, c'est un processus qui coûte cher aussi de créer, d'innover. Le but, c'est quand même de se démarquer de la concurrence, de se faire connaître du public, reconnaître, vendre un produit qui sort du lot, qui est identifiable. Voilà, le consommateur, il y a un appât quand même du consommateur d'acheter un produit nouveau, quelque chose qui a un style très marqué, qui répond au goût, aux attentes de certains. Donc, il y a des coûts de création, bien sûr, en interne, du designer lui-même. Et il y a des coûts de mise en œuvre aussi du produit, qui est souvent, il faut que, voilà, après, il faut faire le bon choix de matériaux, il faut le mettre en œuvre, il faut que il y a un design qui est dessiné, et puis après, il faut que la forme industrielle suive derrière, il faut que le produit, il tienne bien debout, qu'il puisse être utilisé conformément à sa fonction. Si c'est un siège, il faut que, voilà, pas qu'il tombe à la renverse, ou que la table s'écroule, ou que le luminaire n'éclaire pas suffisamment conformément aux attentes du consommateur. Il y a toujours une fonction, enfin c'est très souvent il y a un caractère fonctionnel, mais voilà, il faut que le design réponde aussi à cette fonction, tout en gardant son aspect, l'aspect qui a été recherché par l'auteur, qui a été voulu. Donc, ça c'est des coûts le public et les juges d'ailleurs souvent ignorent aussi. Et ça, c'est ça les coûts, c'est ces coûts-là d'ailleurs qui sont les plus. La perte, elle se situe là en fait. Quand on est victime de contrefaçon, voilà, on a vraiment l'impression avoir été spolié. C'est du vol, voilà, quand même, parce que le contrefacteur, lui, il n'a pas du tout à mettre ça en œuvre. Il copie la forme. D'ailleurs, la plupart du temps, il se fiche un peu de savoir si le produit il sera costaud, il sera solide, il va répondre à ces attentes-là. Lui, il vend un produit qui a le vent en poupe, qui a fait l'objet de publications dans la presse, qui a eu des primes parfois. Voilà, on dit que la contrefaçon, c'est souvent un peu le résultat du succès. Mais ça, c'est pas satisfaisant pour un auteur. Au contraire, voilà, ça peut être flatteur à un certain moment, mais quand on voit les conséquences derrière, c'est très frustrant, c'est très désagréable, et voilà. Donc c'est des efforts qui sont perdus et qui ont été parasités, spoliés par ces contrefacteurs. Voilà, en fait, c'est l'investissement. Voilà, quelles actions mettre en œuvre pour récupérer au moins une partie de ces investissements-là, voire reconnaître ses droits et faire cesser surtout. Il faut que le phénomène s'arrête. Et si on ne fait rien, quand on laisse tomber parce qu'on se dit ça va être compliqué, c'est loin, ça coûte cher, je suis pas sûre de gagner au final,
Mais en réalité, ça, c'est un faux débat. Enfin, c'est pas forcément un bon raisonnement. C'est vrai que ça a un coût aussi, mais voilà, il faut mesurer. Qu'est-ce que je perds? Je perds plus à laisser faire les choses qu'à essayer de les arrêter. Parce que même, ne serait-ce que les essais, même si parfois on n'obtient pas de dédommagement financier, le fait que les contrefaçons cessent, ou en tout cas que le phénomène se limite, se voit interdit par l'auteur, ça évite que ça s'étende. En fait, les copieurs se copient entre eux également. Plus le produit ou les copies vont être trouvées, notamment sur le net, ou en tout cas sur les marchés, et plus les contrefacteurs vont se sentir libres de les copier aussi à leur tour. Parce qu'ils vont dire, ah bah, il y en a partout. Donc, en réalité, voilà, si eux le font, c'est qu'ils ne se sont pas fait attraper, donc moi, je peux le faire aussi. Voilà, parfois, d'ailleurs, ça dure pas très longtemps, mais même sur une courte durée, voilà, ils en tirent profit et vraiment, ça participe à la dépréciation totalement de la valeur du design, de la création originale. Parce que plus il y en a, ça se multiplie. Et donc, pour même faire des premières mises en demeure pour éviter que ça soit d'ailleurs sur des plateformes connues, ça limite quand même les conséquences. Ça limite l'effet boule de neige de ces copies. Des copies à l'identique ou des copies, mais parfois, voilà, les confacteurs disent, je l'ai vu sur Internet, il est partout, je vais pas faire tout à fait la même chose, comme ça, voilà. Mais dès lors que les caractéristiques originales, les choix artistiques sont repris, la contrefaçon est établie et il faut la faire arrêter parce que, bien sûr, la plupart du temps, ce sont des produits en plus de très moindre qualité. Et donc, ça laisse dans l'image du consommateur, enfin, en tout cas, ça ternit également l'image de l'éditeur, du designer, de l'éditeur, de la société, de l'entreprise qui a fait fabriquer ces produits, qui a mis au point ces moules, tout ce process de fabrication, qui fait quelque chose de qualité et c'est mauvais pour son image si on voit des produits identiques ou similaires de piètre qualité qui sont mis sur le marché à des prix inférieurs, évidemment, parce que voilà. Et malheureusement, les acheteurs, les consommateurs, je pense qu'il y a deux groupes. Il y a le groupe des méfiants qui se disent, oh, bah, ce produit, le design est magnifique, mais il est vraiment pas cher, c'est louche. Donc, je vais faire attention à ne pas commettre cet achat parce que je risque de me retrouver avec un produit qui sera de piètre qualité, qui ne va pas répondre à mes attentes. Voilà. Et puis, un autre groupe qui, avant tout, fait le choix du produit pour son apparence visuelle. Il fait pas forcément attention, il voit que le prix est pas cher, il achète, il dit, de toute façon, au final, ça m'aura pas coûté si cher. Voilà. Donc, dans les deux cas, c'est désolant, hein, bien sûr, mais ce sont les attitudes. On m'a demandé, Guillaume, de vous donner un petit peu l'image de ce qui se passe actuellement sur les marchés. Je crois que il y a des cas aussi où on pense avoir créé quelque chose d'original, et puis on apprend, malheureusement, le hasard a fait que, en fait, c'est pas le cas et qu'on a enfreint les droits d'un tiers, qu'on a créé un produit qui ressemble beaucoup à quelque chose qui existait auparavant. Donc ça arrive aussi, hein, c'est pas des cas d'école. Alors ça, c'est encore plus vexant pour le créateur. Donc là, il faut prendre des précautions en amont quand on crée. Même si on ne peut pas avoir connaissance de tout ce qui se passe dans le monde entier, comme l'a dit Pauline, la création, elle est universelle. Voilà, et les antériorités peuvent exister. Il n'y a pas de limite de temps, pas de limite de territoire. Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, c'est à la fois, enfin, cette contrefaçon de masse qu'on voit notamment sur Internet, dans les grandes firmes, c'est à la fois du pillage de la plus-value intellectuelle, mais c'est aussi participer au manque à gagner du retour d'investissement sur la recherche et développement du produit pour l'industriel ou pour le créateur. Et c'est aussi Complètement. un pillage, il y a aussi une atteinte à l'image de marque, comme vous l'avez dit, et c'est ça qui m'intéressait notamment. On a beaucoup de gens qui sont attirés par le design maintenant aujourd'hui, ça se démocratise beaucoup, Ouais. et ça fait très bien d'avoir une belle pièce chez soi. Et je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ne sont pas prêts, pardon, à supporter le coût de la réalisation de cette belle pièce. Ils veulent le moins cher et le mieux, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont de bonne foi, beaucoup de consommateurs qui ne savent pas qu'il y a des protections
sur les créations design, parce que c'est pas la contrefaçon de marque, si vous voulez, qu'il s'agisse de la maroquinerie ou qu'il s'agisse du parfum. C'est des concepts auxquels le consommateur est habitué depuis longtemps. Mais pour le Ouais. design, je pense qu'il y a un peu un gap, si vous voulez, dans la sensibilisation des consommateurs. Et c'est un petit peu, je sais qu'on a beaucoup de professionnels dans les participants, c'est un petit peu à nous tous, en tant que professionnels de l'ameublement, de faire attention et de bien mettre au courant les consommateurs, non seulement de l'investissement qu'il y a derrière la réalisation d'un prototype ou d'un projet, mais aussi voilà, de ne pas se faire avoir par les bas prix. Et c'est notre mission aussi au French Design, notamment par l'action de Design, voilà, de mettre en garde et de pas laisser les consommateurs se faire avoir par la sirène du prix bas, si vous voulez. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Guillaume. Et d'ailleurs, je recommande à toutes les entreprises et tous les designers quand ils réalisent des publications de leurs produits, de leur design, que ça soit dans des magazines, dans des catalogues, sur des salons, de toujours de trouver une façon d'inscrire le fait que c'est une protection, que c'est une œuvre protégée, que c'est une œuvre originale, que les reproductions sont interdites. Alors, on peut pas non plus avoir un discours trop négatif en disant méfiez-vous des copies, parce que voilà, mais effectivement, c'est à eux aussi de mettre en valeur à titre préventif, de dire aux tiers, au public, attention. Moi, j'ai fait j'ai investi dans cette création, j'y ai mis de la valeur et je tiens à ce que cette valeur soit protégée. Et donc, il faut effectivement, voilà, quand vous avez si vous avez déposé un modèle, indiquez-le, indiquez modèle déposé. Si c'est uniquement du droit d'auteur, du copyright, vous mettez un cycle de copyright, reproduction interdite, œuvre originale, édition, voilà, produit exclusif. Voilà, des mots qui interpelleraient le consommateur, le public sur le caractère inédit du produit qu'ils ont, enfin inédit, en fait, unique, voilà, exclusif. Et que ça ils peuvent aussi comprendre, voilà, c'est aussi une éducation du consommateur, ils peuvent comprendre que du fait de cette exclusivité, ça a un prix aussi. Exactement. Et ça vaut évidemment pour tous les sites internet aussi. Exactement. Voilà, Oui, bien sûr, les sur foires, les les événements, sites. mais aussi les sites internet, il y a les Voilà. Instagram et les réseaux sociaux. Mettre des petites mentions. Ils pourront pas empêcher, de toute façon, on peut pas empêcher, les technologies avancent tellement que on peut pas empêcher. Moi, je sais que vous vous souvenez très bien qu'au début d'Internet, on me disait, mais j'aimerais qu'on ne puisse pas prendre des photos de mes produits sur mon site. Mais ça, c'est compliqué. Il y a des technologies pour le faire, mais bon, de toute façon, elles sont assez vite dépassées. Mais il vaut mieux, voilà, mettre des mentions en disant, voilà, nous luttons contre la contrefaçon, nous veillons au caractère exclusif de nos produits. Ils sont issus d'un travail créatif important, de notre équipe, de designers. Voilà, il faut défendre ça, effectivement, c'est important, ça, donner des messages préventifs là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez nous parler peut-être des outils qui existent pour les titulaires, mis à part cette sensibilisation Voilà. qui repose un peu Alors, sur les tout le monde? outils, voilà, il ne faut pas se sentir trop démuni quand même parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Pauline vous a présenté les titres qu'elle vous a présentés tout à l'heure, notamment le modèle, enfin, le dessin et modèle, le protéger et puis les précautions à prendre en amont de ce dépôt ou en l'absence de dépôt quand on n'y a pas, parce que parfois c'est pas toujours possible de déposer. Hein. Ça a un coût, donc parfois on hésite, on se dit ça vaut pas. Voilà, je vais attendre un petit peu. Donc voilà, vous avez quelques temps pour décider pour déposer votre modèle, mais aussi vous pouvez aussi parier sur le modèle communautaire non enregistré. Il faut savoir quand même que c'est plus facile de défendre en justice un dessin et modèle, quand on a un titre, voilà, même s'il n'est pas enregistré, c'est-à-dire le dessin et modèle non enregistré, les juges ont plus tendance à reconnaître la nouveauté d'un modèle et donc à préserver sa validité, ne pas annuler le modèle, que le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est plus compliqué à établir. Il faut avoir gardé les preuves de son process créatif. Il faut être capable d'exprimer les choix, enfin, de donner, de décrire les choix qu'on a faits pour créer le produit. Quelles ont été ses sources d'inspiration? Donc, garder les croquis, garder j'appelle ça les mood boards, c'est-à-dire les sources d'inspiration. Voilà, si on prend le fauteuil tulipe tout à l'heure dont a parlé Pauline, j'imagine que le créateur, il s'est inspiré d'une certaine catégorie
de chaises qui ont existé par le passé, d'œuvres de la nature. Effectivement, il l'a appelé tulipe parce qu'il y a une forme de fleur. Donc, ils gardent, ils ont des images, ils travaillent sur la base d'images qu'ils ont en tête. Et donc, ça, c'est bien de garder ces sources d'inspiration et d'expliquer les étapes qui sont arrivées du premier croquis jusqu'à la réalisation finale du produit. Parce que ça, il faut l'expliquer, que ça soit au juge ou que ça soit au contrefacteur quand on va lui envoyer une lettre de réclamation. C'est important de lui expliquer qu'est-ce qu'on a voulu, ce qu'on a cherché à créer, comment on s'est démarqué de l'art antérieur et pourquoi on reproche au contrefacteur d'avoir reproduit justement ces caractéristiques originales. Donc, voilà, donc les moyens d'action. Vous pouvez, sur la base de ce titre, ou quand vous n'en avez pas, si vous avez une explication suffisamment précise de la description de votre création, déposer une demande d'intervention auprès des douanes. Alors, ça marche très bien, surtout pour les produits qui sont très connus. Si votre produit, en plus, vous avez l'avantage qu'il ait fait l'objet de publications dans la presse, des publicités, qu'il a gagné un prix dans un salon ou quelque chose comme ça, c'est les douaniers, pour eux, c'est beaucoup plus facile, ça leur facilite le travail. Il faut aussi leur expliquer où votre produit original est fabriqué, s'il circule ou si au contraire tout le process est fait dans un seul pays, dans quel pays il est diffusé en priorité. Voilà, quels sont vos réseaux de distribution, les canaux de distribution. Parce que ça, il va dire, voilà, ils vont pouvoir tisser un petit peu la maille de votre protection en disant, voilà, ce produit, il est fabriqué en France, les marchés de prédilection, il est vendu principalement, je dis un exemple, hein, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, donc ils vont surveiller plus attentivement les frontières autres que celles-ci, puisque les produits qui vont arriver, qui vont passer par d'autres frontières, a priori, seront des copies. Voilà, il faut leur donner des indices un petit peu pour qu'ils puissent mettre en place cette surveillance et qu'ils aient des indices pour pouvoir intervenir rapidement. Ils ne vont pas ouvrir toutes les caisses de meubles qu'ils vont trouver, qu'ils vont pas voir passer. Alors, il y a de la dénonciation, mais il y a aussi, voilà, on peut avoir on peut avoir des pistes suspectes, donc ça, il faut leur signaler. Et une fois qu'ils auront, voilà, ils ont une bonne connaissance de votre réseau, de votre modèle, de votre design, il faut une surveillance qui est assez efficace parce qu'ils bloquent les colis. Ils les bloquent, ils les ouvrent, ils les regardent, ils les examinent. Si ça leur paraît suspect, ils vous envoient des photos. Et là, vous avez le temps d'examiner le produit en disant, effectivement, c'est pas mon produit. Parfois, vous savez qu'il y a des doutes, hein. Même l'auteur lui-même, il a du mal, il peut avoir un doute. Les copies sont tellement parfaites que, voilà, il y a besoin de quelques temps pour regarder. Et il y a des petits indices de fabrication. Alors, si vous avez des choses des petits pièges à mettre dans vos produits, c'est bien, parce que ça vous permet des choses que le constructeur n'aura pas imité ni reproduit. Et là, vous avez donc là, si effectivement vous pensez, vous êtes assez convaincu du fait que ce soit une copie, une contrefaçon, et bien vous le signalez aux douanes, lesquelles retiennent les marchandises. Et là, vous avez plusieurs voies d'action possibles. Soit vous faites une saisie contrefaçon avec un huissier et vous conservez le produit comme preuve. Soit la preuve la contrefaçon est assez évidente, vous demandez la destruction et vous faites une action pénale derrière pour obtenir réparation du préjudice. Voilà, vous avez différentes façons d'agir et c'est efficace, ça bloque les produits et en tout cas le destinataire, lui, il ne le recevra jamais. Ça, il faut le savoir et ça, c'est bien. Et l'auteur, voilà, l'expéditeur du produit, il sera inquiété en justice. Il est poursuivi et il sera poursuivi pour contrefaçon. Il y a des amendes aussi qui sont sollicitées par les douanes qui sont très lourdes, en plus des dommages à intérêt civil qui peuvent être accordés au contracteur, à l'auteur au titulaire. Pardon. Oui, et puis il me semble aussi qu'une fois que les douanes ont l'identité en fait de l'importateur, ça enrichit leur base de données et ensuite leurs contrôles sont de plus en plus précis. Parce qu'il me semble que leur technique fonctionne sur le risque. Oui. Donc plus ils ont de données, plus ils peuvent agir pour vous et les autres, voilà. propriétaires. Ça, c'est sûr que. Montrer. Oui, allez-y. Nous, voilà, on a extrait. On a un extrait de la demande d'intervention. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Ok, normalement vous avez tous maintenant le visuel sur ce beau formulaire.
qui est celui pour l'Union européenne. Voilà. Alors, Et ça correspond. vous pouvez cocher en bas, vous voyez, il y a des petites cases. Vous pouvez cocher tous les États membres ou seulement certains États. Vous n'êtes pas obligé de… Voilà, vous pouvez un peu sélectionner les surveillances à mettre en place selon les réseaux que vous suspectez comme étant les plus actifs. Très bien. Et voilà, moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises très souvent d'avoir des produits saisis et c'est très efficace. Voilà. Voilà. Et c'est aussi gratuit. Et c'est Ça a gratuit. l'avantage d'être Voilà, gratuit. la retenue ou la saisie est gratuite. Ensuite, voilà, si vous voulez aller plus loin et obtenir réparation du préjudice, il faut lancer une action judiciaire qui n'est pas gratuite. Mais voilà, c'est pas Bien sûr. des procédures qui sont extrêmement coûteuses. Et c'est un bon support. Bon, parfois aussi, on n'a pas. C'est pas. Voilà. Si on veut, on peut aussi, en plus de cette surveillance douanière, mettre en place, alors faire des surveillances sur le net. Voilà, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dessus aussi, à qui vous pouvez fournir vos visuels et ils font de la reconnaissance par image. Et ils peuvent aussi vous signaler pas mal de cas de contrefaçon. Moi, j'ai pas mal de clients qui ont beaucoup de produits et qui font ça parce qu'ils peuvent pas faire des retenues en douane pour tout parce que c'est un peu compliqué donc aussi de faire autant de dossiers que de produits. Mais ils font de la surveillance en ligne et ça c'est assez efficace. Voilà, donc on peut en tout cas je fais après une fois qu'ils ont identifié ces copies sur le net, on envoie des mises en demeure aux auteurs de ces actes contrefaisants. Et quand même, voilà, alors, je ne peux pas vous donner de statistiques exactement, mais c'est vrai que ces mises en demeure sont assez efficaces. On fait peur, on leur dit qu'on va agir en justice, que c'est grave. Et en général, mais vraiment rapidement, le produit il est retiré des plateformes, il est retiré des sites, il est retiré de la vente et il n'est plus diffusé. Donc ça, c'est déjà un premier succès. Ça a déjà un bon résultat positif parce que voilà, ça limite les autres contrefaçons. Alors, on n'obtient pas toujours la réparation, ne serait-ce que des coûts de la mise en place de cette procédure, enfin de cette démarche. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est vrai qu'en tant que titulaire de droit, on est souvent quand même satisfait déjà de cette première étape, c'est que ça disparaît. Et c'est rassurant pour la suite. Ça permet d'avancer sur autre chose et on assigne, on décide de poursuivre les plus gros, en fait, les plus gros contrefacteurs. Souvent, c'est parce que on se rend compte que sur ces sites, ils ont que quelques produits, ça n'a pas duré longtemps. Donc, le fait qu'ils retirent et qu'ils s'engagent à ne plus réitérer et ne plus recommencer, c'est déjà un bon premier résultat et on ne va pas plus loin. On va plus loin quand c'est vraiment des vrais réseaux. Très souvent, d'ailleurs, on remonte la piste et on tombe sur le grossiste. Et là, le grossiste, on fait des saisies et là, on les poursuit en justice pour obtenir des dommages et intérêts qui sont quand même souvent très conséquents. Et les frais de procédure aussi les juges ont maintenant plus conscience de ces frais-là et ils accordent des indemnisations qui sont quand même plus réalistes. Voilà. Mais c'est un process qui est long, qui est plus coûteux et qui est un peu long. Il faut être patient parce que ça peut prendre quand même pas forcément plusieurs années, mais plusieurs mois. En tout cas, c'est souvent 18 mois avant d'obtenir un jugement. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, les premiers outils, une fois qu'on est protégé, évidemment, le premier outil, c'est la protection, c'est-à-dire c'est le dépôt où on s'appuie sur un droit d'auteur ou un droit de dessin modèle non enregistré. Une fois qu'on est protégé, la première chose à faire, c'est de surveiller, si je comprends bien. C'est de faire attention à ce qui se passe, notamment par les douanes ou par les sociétés d'informatique qui sont spécialisées dans la recherche. Mais il y a aussi plein d'autres moyens qui sont sans intermédiaire, qui sont à notre hauteur en tant qu'entreprise. Tout à fait, on peut sensibiliser ces distributeurs, sensibiliser le public, les acheteurs, ceux qui sont, voilà, par exemple, très souvent, les designs, les marques ont entre guillemets, des fans, et donc il peut dire, bah voilà, aidez-nous à rester exclusifs, aidez-nous à protéger nos créations. Et donc c'est souvent les clients eux-mêmes qui peuvent signaler des cas de contrefaçon. Les clients, les distributeurs, les licenciés quand il y en a. Voilà, moi,
j'ai le cas parmi mes clients, c'est souvent, voilà, ils ont des commerciaux qui sillonnent un peu les réseaux de distribution et qui voient des copies. Et donc, ils les signalent et là, on peut agir. Voilà, oui, bien sûr. On peut mettre, par exemple, sur le site internet, vous pouvez mettre en place un formulaire de contact en disant signalez-nous, vous avez vu des copies, vous pensez avoir vu des copies, signalez-nous les adresses, dites-nous où est-ce qu'on peut les localiser. Ça, c'est vrai que oui, ça c'est vraiment moi, je très connais efficace. beaucoup de maisons de couture, notamment de maisons de mode qui font ça. Voilà, qui sensibilisent leurs clients et qui ont mis en place comme une plateforme, enfin en tout cas un formulaire sur lequel vous pouvez signaler des copies quand vous en trouvez, quand vous en suspectez. Oui, et j'ai vu la démarche, pas inverse, mais une démarche différente, c'est sur le site de Louboutin, ils ont créé un site exprès, où ils ont en fait eux-mêmes établi, bon évidemment c'est des contrefaçons en masse, là, pour le coup, mais ils ont établi eux-mêmes leur liste noire, et en fait, lorsque vous voulez acheter sur un site internet, si vous avez un doute sur l'origine ou sur l'aspect contrefaçon du bien, vous allez sur leur site internet, vous rentrez l'URL, et Louboutin va vous dire si le site est en ordre officiel ou non. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment une bonne démarche, ça permet aux gens de faire attention. Très bonne démarche, exactement. Voilà. Tout Donc à fait. j'encourage vraiment, c'est vraiment une démarche originale en plus. Donc, Voilà. Là, c'est très préventif. Et ça, je trouve que ça se conjugue bien avec les mentions de copyright et de modèles déposés qu'on peut mettre voilà, sur les produits et dans sa communication. C'est une très bonne combinaison, je suis d'accord avec vous. exactement. Et puis je pense que j'aime beaucoup aussi le formulaire de contact, si on repère, avoir un système de lanceur d'alerte en fait. Voilà, Et, exactement. et même si les gens n'y ont pas recours, ça permet quand même aux visiteurs de votre site web de savoir que vous faites attention, que vous êtes proactif sur ce sujet, et eux-mêmes de mettre une graine dans leur esprit en disant attention, il y a des faux dans le design, il y a un investissement, et de continuer ce travail de sensibilisation. Voilà. Donc même si le retour sur investissement ne vous semble pas évident, c'est quand même toujours dans cette démarche de sensibilisation et il faut qu'on parle de ce phénomène. Il ne faut pas que ça reste tabou et que ça reste silencieux. Voilà, ça c'est très bien pour la surveillance. Une fois que je repère une contrefaçon, c'est quoi la première chose à faire? Alors, la première chose à faire déjà, c'est de s'assurer nos droits ont été bien constitués, qu'ils sont bien solides et que je vais pouvoir les opposer sans risque. Parce qu'il y a toujours un risque quand on oppose son droit, parce que le réflexe immédiat du contrefacteur, c'est de dire, mais attends, voilà, votre titre, il vaut rien, votre modèle n'est pas original, votre modèle n'est pas nouveau, de faire tomber les droits. Alors, Pauline l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, déjà, s'assurer qu'on n'a pas divulgué de façon involontaire ou par inadvertance, on n'a pas divulgué plus de 12 mois avant le dépôt du modèle si on a un modèle déposé. Si on n'a pas de modèle déposé, qu'on n'a que le droit d'auteur, s'assurer justement qu'on a bien les droits, que le designer, si c'est un salarié, que son contrat il est bien rédigé et qu'il n'y aura pas de problème voilà, que je pourrais bien faire la preuve du fait que je sois titulaire des droits si c'est l'entreprise qui agit. Si voilà, que j'ai gardé des preuves de ma création avec une date certaine qui soit opposable au tiers. Alors la meilleure preuve, bon, il y a l'enveloppe solo bien sûr, mais il y a la publication dans la presse. Donc si vous avez la chance d'avoir eu des publications dans des magazines, gardez les magazines eux-mêmes. Toujours, voilà, avec ça c'est une date certaine. Il y a votre nom en plus qui accompagne en général la plupart du temps puisque c'est le droit d'auteur, le nom associé à l'œuvre. Donc ça c'est vraiment une très bonne preuve. Donc déjà s'assurer qu'on a les droits qui sont bien solides. Ensuite vérifier que le présumé contrefacteur, on va quand même s'assurer que lui il n'a pas non plus déposé un modèle qui corresponde à sa copie ou qui corresponde à une imitation du mien, qui soit antérieure à moi. Parce que ça peut arriver aussi. On peut parfois se dire, ah bah, ça ressemble énormément, c'est une copie. Et puis, en fait, on va vérifier sur la base des dessins modèles et on se rend compte que je vous ai perdu là, Guillaume, je ne sais pas pourquoi, je ne vous vois plus. On va se rendre compte que ça peut arriver que, en fait, ce contrefacteur, il n'est pas contrefacteur parce qu'il avait créé avant nous. Voilà, ça peut arriver. Donc ça, il faut bien s'assurer parce que si on envoie une mise en demeure et qu'on commence à agir en justice, on peut se reprendre ce que j'appelle des retours de bâton. C'est que le contrefacteur va dire, bah, attendez, vous m'accusez de contrefaçon, en fait, c'est vous qui êtes le contrefacteur parce que c'est vous qui avez créé après moi.
Voilà, donc ça, c'est vraiment les précautions à prendre en premier lieu. Ensuite, les mises en demeure, moi, je recommande toujours, on est quand même mieux armé de les rédiger, de les préparer avec un tiers, un expert de la propriété intellectuelle de préférence, qui va vous aider à bien décrire votre création, à bien préciser les droits que vous opposez. Parce que parfois, il faut faire attention à comment on présente sa création. Pour justement, si on est trop large, il va vous dire, bah, attendez, vous êtes en train de m'invoquer un genre. Si on est trop ciblé, il va vous dire, bah, attendez, c'est rien de nouveau parce que ce que vous m'invoquez là, vous revendiquez la nouveauté sur le pied de votre table, et en fait, bah, voilà, c'est un pied de table, il y en a déjà des comme ça. Alors que c'est la combinaison qui est nouvelle. Et donc, c'est ça qu'il faut, voilà, et ça, c'est pas toujours facile pour l'auteur de le faire, ni pour l'entreprise qui a fabriqué le produit, parce que lui, il a la tête dans son process industriel. L'auteur, lui, il est un peu, c'est difficile pour lui d'exprimer ses choix. Et donc, très souvent, moi, je les accompagne à écrire leur histoire et comment ils ont voulu, qu'est-ce qu'ils ont voulu exprimer, qu'est-ce qu'ils ont voulu interpréter. Ça, c'est très important. C'est très important pour l'opposer au contrefacteur, mais aussi pour l'exposer au juge. Parce que le juge, lui, il va juger là-dessus. Il va juger, il va dire, bah oui, c'est une œuvre originale parce qu'effectivement, je comprends bien la démarche créative et effectivement, on se rend compte que cette démarche, elle a été adoptée, elle a été suivie par ce concurrent, par ce contrefacteur. Voilà. Ou alors, c'est une démarche de concurrence déloyale. Parce que si vous n'avez pas imité, soit vous avez imité servilement un produit qui n'est pas totalement original, mais ça s'inscrit dans une gamme et donc vous êtes mis dans le sillage de cette entreprise qui, elle, a réalisé des investissements, elle a voulu créer toute une gamme, tout un univers, et vous vous êtes mis dans ce sillage-là, donc on peut agir en concurrence déloyale, parce que parfois, voilà, les droits d'auteur, les droits de propriété de modèle ne sont pas toujours opposables ou valides, et là, on peut partir sur le fondement de la concurrence déloyale, parce qu'il y a un phénomène de suivisme, de parasitisme. C'est souvent le cas de contrefacteurs qui, pensant échapper à une contrefaçon, voilà, imitent un petit peu plusieurs produits, et bien on se retrouve dans un phénomène de suivisme, de phénomène de gamme, d'effet de gamme. Voilà, Donc alors ça, juste c'est important. peut-être pour contextualiser, je voudrais juste rappeler que la concurrence déloyale, ce n'est pas un droit de propriété intellectuelle, c'est une action qui est exécutive commerciale, en fait. C'est une action de droit qui vous permet de faire condamner quelqu'un qui s'est immiscé dans votre sillage économique sans réaliser d'investissement, mais qui va profiter de la retombée de vos investissements. Et ça peut s'appliquer à la propriété intellectuelle lorsque notamment on a le même packaging ou les mêmes effets de gamme. Mais voilà, ça porte pas sur une création, c'est sur un comportement économique, si vous voulez. Voilà. Il y a une faute qui a été commise dans la diligence que doivent tous les concurrents économiques appliquer les uns avec les autres. Voilà. Oui, exactement. Peut-être vous laisser 1 ou 2 minutes pour conclure avant qu'on passe aux questions. Alors, pour conclure, on peut peut-être faire un petit commentaire sur la checklist qu'on a mise en place. Ouais, j'ai déjà abordé les premiers points. Ce que je n'ai pas dit, effectivement, ce qui est important, voilà, l'épreuve de sa création avec la date certaine, enregistrement, tous les moyens sont recevables. Hein. Le juge, voilà, bon, s'il a un titre, c'est bien parce qu'il y a une présomption de validité, de titularité, mais il y a des tas de moyens différents pour prouver la date de sa création et sa création originale. Donc, bien garder ses preuves, bien garder ses books, ses moodboards, les croquis, les échanges qu'on a pu avoir avec un designer quand il y en a eu un, ou avec un fabricant quand on lui a donné des instructions. Voilà, ça prouve qu'on est à l'origine de la création. Gardez aussi les frais et les factures de frais et d'investissement que vous avez réalisés. Alors, quand c'est un modèle non enregistré, ça c'est important, bah, les premières factures voilà, qui suivent ou de commercialisation qui suivent la divulgation. Ça c'est important aussi parce que ça montre que le produit a vraiment été non seulement divulgué mais aussi commercialisé auprès du public d'un des pays de l'Union européenne et il est protégé dans toute l'Union européenne. Donc ça c'est une protection qui est vraiment très efficace et c'est un titre qui est reconnu dans beaucoup de pays. Donc gardez bien toutes les factures et les justificatifs de ces frais parce que c'est souvent la difficulté qu'on a quand on veut justifier son préjudice, c'est que on n'a pas tellement de moyens, donc on donne des montants un peu forfaitaires et ça c'est dommage parce que les juges ils ont du mal à les comprendre. Quand on garde des justificatifs, c'est bien. S'assurer bien que donc le modèle il a bien été déposé dans les formes, qu'il est valable, que la photo le croquis ou la photo qu'on a utilisée pour déposer le modèle, elle est visible. On voit bien les éléments qu'on revendique. Moi, j'ai quand même eu le cas de clients qui avaient déposé une chaise, mais on voyait qu'une partie de la chaise, on voyait pas le dossier qui était la partie la plus originale.
ah bah voilà, ou alors il avait utilisé des photos avec des fonds derrière qui n'étaient pas blancs, donc on ne voyait pas bien les détails. Donc ça, c'est des choses importantes. Et je pense que bon voilà, l'outil, si vous accompagne pour faire des dépôts qui soient valables. Le droit d'auteur, bon, bah, voilà, dans la mesure du possible, si vous avez moyen d'avoir fait des recherches d'antériorité auparavant, bah, c'est très bien aussi. Garder des preuves tangibles de la contrefaçon. Parce que c'est vrai, souvent, alors surtout si c'est sur Internet, là aussi, il peut y avoir un coût, mais voilà, c'est souvent des phénomènes qui sont un peu éphémères. Et si on veut si on veut après obtenir une réparation financière, ben, il faut avoir une preuve. Il faut avoir une preuve de ça a été sur tel site à tel moment. Donc voilà, imprimer les écrans, faites faire des constats d'huissier, remonter les réseaux, c'est encore mieux. Voilà, si on peut faire des saisies contrefaçon, il faut bien identifier les différents acteurs de la contrefaçon parce que chaque intervenant, voilà, on va du grossiste au détaillant, à celui qui expose, celui qui détient. Détenir un produit de contrefaçon est une contrefaçon. Donc on est aussi, on est responsable, tout comme celui qui a fabriqué l'objet et celui qui l'a après qui l'a commercialisé. Chaque intervenant est peut-être co-responsable et est poursuivi en réparation, voilà, de ces faits de contrefaçon. Vérifiez les éventuels droits du contrefacteur, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et effectivement, faites-vous accompagner pour rédiger la première lettre de mise en demeure dans laquelle vous allez poser vos droits, les décrire et les revendiquer pour que ça soit vraiment efficace. Il faut être vraiment précis et il faut se faire accompagner par un professionnel. Ça, c'est un conseil que je vous donne parce que parfois, si ça a été fait un peu trop vite et de façon maladroite, ben, c'est difficile de remonter après la pente. Il faut retrouver le bon fondement, c'est pas toujours facile. Voilà. Ouais, exactement. C'est vraiment un conseil que je seconde parce Oui. que, comme dans la vraie vie, la première impression est toujours la bonne, souvent la bonne. Ouais. La première impression d'une lettre de mise en demeure, c'est fondamental lorsque vous voulez Voilà. défendre votre propriété. Oui. Pour moi, c'est non négociable aussi. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que je peux passer aux questions maintenant? Avec plaisir. Alors, une première question qui semble assez simple pour commencer en douceur. La différence entre le parasitisme et la concurrence déloyale, est-ce qu'on peut penser que c'est la même chose, c'est assimilable? On parlait de l'action en concurrence déloyale tout à l'heure, qui était l'action fondée sur un droit économique. Et qu'est-ce qu'il en est du parasitisme? Alors, le parasitisme, en fait, c'est un peu le même phénomène, sauf qu'on n'est pas obligé, c'est pas forcément entre des concurrents. Voilà, le parasitisme, c'est un phénomène de suivisme. Vous allez tirer, comme un parasite, vraiment, c'est très expressif, hein, vous allez tirer profit d'investissement. Alors souvent, c'est des publicités. Très souvent, c'est voilà, on tire profit du succès d'un produit, de sa connaissance par le public, et on sait que en faisant une copie de ce produit-là, le public va tout de suite l'adopter parce qu'il l'aura déjà vu et il aura envie de l'acheter. Voilà. Donc c'est un phénomène, c'est un fait qui n'est pas forcément connu par un concurrent de celui qui est victime de ce phénomène de parasitisme. Alors que la concurrence déloyale, c'est utiliser des moyens fautifs pour causer un tort sur le, voilà, causer un tort à un tiers, à un concurrent, et déstabiliser un marché, par exemple, déstabiliser une entreprise. Ok. La concurrence déloyale, c'est débaucher, par exemple, tous les salariés d'une entreprise, voilà, pour utiliser son savoir-faire de façon fautive, démarcher des clients de façon fautive. C'est effectivement, c'est un comportement plus économique que le parasitisme. Sur la blockchain, en Allez. effet, c'est un moyen de preuve. C'est pas un titre de propriété intellectuelle, hein, c'est vraiment un moyen de preuve, comme l'enveloppe solo, comme tous les dépôts probatoires qui existent. À la seule différence qu'il n'y a pas de conservation des éléments et des fichiers, c'est uniquement une empreinte numérique qui est conservée dans la blockchain. Donc le déposant doit quand même conserver de façon sécurisée les éléments qu'il a envoyés dans la blockchain pour pouvoir faire le lien entre le certificat dont vous parliez et ce qu'il a conservé chez lui. Voilà. Donc, c'est pas un dépôt, c'est un mode de preuve, en effet, qui ne devrait pas tarder à être reçu par les tribunaux. C'est vraiment une question de temps. Ok. Ah oui, pour les participants, encore une chose, n'hésitez pas à, comment dire, Pauline Villette et moi-même restons à disposition si vous avez des questions, si vous voulez discuter ensemble de la protection
de vos créations, étant donné que nos missions se limitent, si vous voulez, à cet échange de fondamentaux. Nous ne sommes pas habilités à donner du conseil juridique sur des points précis, mais nous vous redirigeons avec plaisir vers Maître Delphine Brunet, dont le contact sera dans le support qui vous sera transmis. Pour les membres du club Le French Design, vous avez aussi accès à notre nouveau guide juridique qui est spécialement centré sur la propriété intellectuelle et la lutte anti-contrefaçon. Et il est disponible sous votre espace membre sur le site web. Voilà, restez connectés à nos actualités sur les réseaux sociaux concernant notre projet No Fake Design, puisqu'on n'a pas fini encore de vous enseigner tout ce que l'on peut partager sur la lutte anti-contrefaçon. Et je pense que c'est tout. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.